Alors, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette entrevue en direct du projet Je m'oriente en live proposé par Jeune Explo Stage d'un jour. Alors, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est François-Xavier Arbeck, je suis l'animateur pour l'activité et conseiller d'orientation. Ça fait plaisir d'animer l'activité et l'entrevue. Vous savez, c'est pour vous les jeunes, c'est une bonne façon d'explorer des métiers, des professions, vous aider à être guidé dans votre choix de carrière, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et aujourd'hui, on a la chance de parler avec Madame Sarah Savoie. Madame Sarah Savoie qui travaille en pratique privée et à l'École nationale d'aérotechnique. Bonjour François-Xavier. Bonjour Sarah. Juste une petite précision. Là, tout au long de l'entrevue, les jeunes à la maison, si vous avez des questions pour notre mentor, merci de les écrire en commentaire et Sarah va tenter d'y répondre au cours de l'entrevue. Donc, sans plus tarder, bonjour Sarah. Comment ça va? Ça va très bien. C'est sûr que c'est la fin de l'année scolaire pour tout le monde, pour les orthopédagogues aussi. Alors, il y a beaucoup de plaies sur la planche pour les élèves, mais aussi les collègues orthopédagogues. Ça va me faire plaisir aujourd'hui de faire découvrir ce beau métier. Effectivement, là, c'est une période d'examen, donc peut-être que vous allez plus le regarder en télédifféré aujourd'hui, étant donné que vous êtes bien occupé. Mais oui, c'est un moment de l'année là qui est crucial là, pour la réussite scolaire. Pourquoi c'est important pour vous de participer à l'entrevue d'aujourd'hui? Bien, je pense que j'aime vraiment mettre en valeur le rôle des orthopédagogues. Je suis orthopédagogue depuis 2007. Je suis également conseillère d'orientation depuis 2003. Donc, j'ai deux métiers que j'adore. Et puis, comme orthopédagogue, je vous dirais que j'ai souvent l'impression que les gens, encore aujourd'hui, pensent que l'orthopédagogue travaille seulement au primaire avec les jeunes élèves. En les voyant en petits groupes, en les sortant de la classe, en faisant du rattrapage scolaire avec eux ou de l'intervention, de la rééducation qu'on appelle, nous, dans notre métier. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Alors aujourd'hui, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions puis de démystifier d'un côté, mais aussi de pouvoir faire découvrir toutes les possibilités. Oui, effectivement, là, le métier d'orthopédagogue ne se retrouve pas juste à l'école primaire. On peut travailler à d'autres difficultés, d'autres situations à l'école secondaire. Puis là, ce que je comprends, là, Sarah, c'est que tu as à la fois deux chapeaux. Hein. Tu as le chapeau d'orthopédagogue, celui-là de conseillère d'orientation. Puis c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Et en fait, pour pas mêler les gens, ce que je peux dire, c'est que à travers les deux métiers, j'ai une pratique privée, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et puis, pour ce qui est de l'École nationale d'aérotechnique, j'ai le rôle de conseillère en service adapté. Donc, on parlait du rôle de l'orthopédagogue au primaire, au secondaire, mais il y a aussi le post-secondaire. Depuis plus d'une douzaine d'années, il y a vraiment des belles tâches qui sont possibles aussi pour les orthopédagogues qui s'intéressent aux étudiants là, qui sont au cégep, à l'université et même dans les centres de formation professionnelle où il y a la possibilité d'avoir des plans d'intervention parce que le champ de bataille, si on peut dire, ou la chasse gardée pour ce qui est des orthopédagogues, c'est souvent la mise en valeur des besoins de l'élève qui a des besoins particuliers, que ce soit des difficultés d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage, troubles neurologiques aussi ou autres, qui peuvent être considérés dans un plan d'intervention pour avoir des mesures adaptées ou des accommodements. Et ça, je trouve ça important que les gens puissent connaître ce côté-là de notre tâche pour être capable aussi de savoir les ressources auxquelles ils ont le droit. Et puis, ça fait en sorte qu'il faut aimer travailler avec l'équipe école. Tout à l'heure, on blaguait un peu, mais c'est vrai qu'à la fin de l'année scolaire, comme ça, la notion de réussite, d'étude prend tout son sens parce que là, on boucle quelque chose, mais il y a aussi toutes les émotions qui vont avec ça. Fait qu'on travaille beaucoup aussi avec la gestion du stress, la gestion de l'anxiété de performance, parce que c'est comme ça qu'on peut aider les élèves à aller vraiment vers leur plein potentiel. C'est super intéressant, oui, parce que l'objectif final, c'est vraiment d'arriver à une réussite scolaire, d'arriver à réussir notre formation dans laquelle on entreprend. Puis là, ce que je comprends, c'est que depuis une douzaine d'années, là, même dans la formation professionnelle, pour former des gens sur le marché du travail, il va y avoir aussi un programme d'orthopédagogie pour accompagner ou encadrer l'élève dans sa réussite. On aimerait toujours qu'il y ait plus d'orthopédagogues, plus de ressources, comme tu sais, dans les écoles, mais on y va vraiment avec
les moyens que nous avons. C'est pour ça qu'on a toujours une approche individuelle, mais une approche de groupe aussi. OK. Donc, l'approche de groupe pour être capable d'encadrer plus au niveau de certains besoins, peut-être plus qui ont besoin d'être moins ciblés, c'est ça? Oui, je vais te donner un exemple. Ça va permettre aussi à ceux qui nous écoutent de voir sur quoi on peut travailler comme orthopédagogue. Exemple, les stratégies d'études ou les méthodes de travail. Je te dirais que ça peut être très, très aidant pour les élèves qui aient ou non un trouble d'apprentissage. Il faut savoir comment être un bon élève. Souvent, ça s'apprend au fur et à mesure de nos études, même pour les plus vieux. Donc, ça permet de découvrir les méthodes de lecture efficaces, les stratégies d'écriture, les manières de s'auto-corriger. Ça peut être aussi au niveau de la mémorisation. Donc, c'est des thèmes qu'on peut faire valoir auprès de petits groupes d'élèves qui auraient des besoins à ce niveau-là. Tout à fait. Puis là, tu sais, quand on parle de problèmes d'apprentissage, des fois, ça a un rapport avec la santé mentale beaucoup. C'est ça un peu. Est-ce que vous touchez à la santé mentale des personnes dans vos interventions? C'est un bon point que tu amènes parce qu'il faut vraiment différencier les deux. Je pense que quelqu'un qui a un problème de santé psychologique, ce que tu nommes santé mentale, bien sûr, peut être affecté dans sa réussite scolaire et peut avoir aussi un trouble d'apprentissage, qu'on pourrait dire, tu sais, comme un combo de deux choses avec lesquelles il faut s'adapter, mais un n'est pas nécessairement relié à l'autre, pas du tout même, parce que c'est vraiment des conditions indépendantes les uns des autres. C'est comme un élève qui a une dyslexie d'orthographie, ça c'est le nom d'un trouble d'apprentissage relié aux difficultés reliées à l'écriture, à la lecture, et combiné, exemple, à un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça peut arriver. Puis, à ce moment-là, il faut essayer de trouver les bonnes stratégies gagnantes en considérant les deux conditions qui sont permanentes. D'ailleurs, c'est la différence avec un trouble et une difficulté. Une difficulté, ça peut être temporaire. On a vécu là des moments d'absence, exemple à l'école, dû à une maladie ou autre. Bien, il va y avoir du rattrapage à faire. On peut avoir de la difficulté aussi, exemple en mathématiques, de manière plus ponctuelle. Mais c'est très différent que quelqu'un qui a un trouble d'apprentissage qui va être une condition permanente avec laquelle il faut vivre toute notre vie, là. Ce que je comprends, là, c'est que c'est quand même quelque chose de large, là, que parler des troubles de santé mentale ou le trouble d'apprentissage. Comment tu le fais dans une journée ou à quoi ça ressemble ton travail d'orthopédagogue? C'est quoi les tâches que tu effectues au quotidien? Bien, je vais prendre la peine de différencier deux portraits. Comme ça, les gens vont se faire une idée aussi de comment l'orthopédagogue peut agir selon le milieu de travail dans lequel il est. Mon premier rôle, c'est orthopédagogue dans un milieu collégial, donc en tant que conseillère en service adapté. Conseillère en service adapté, tu accueilles tous les étudiants qui ont une condition permanente, donc un diagnostic, que ce soit un trouble d'apprentissage, comme je vous ai partagé tout à l'heure, ou une condition même d'handicap physique. Ça peut être un trouble de santé mentale, un trouble déficitaire de l'attention, un trouble du spectre de l'autisme. Donc, les gens qui sont avec un diagnostic, oui, c'est une approche médicale, malheureusement, parce qu'au primaire et au secondaire, c'est autrement. Et là, pour venir à ma réalité quotidienne, ça peut être d'accueillir justement en premier lieu les étudiants qui ont un trouble quelconque, de faire l'analyse de leurs besoins, de pouvoir rédiger un plan d'intervention digne des mesures qui peuvent les aider puis auxquelles ils ont droit, que ce soit du temps supplémentaire, que ce soit les logiciels correcteurs, parce que vous savez, avant, on avait des outils plutôt papier, hein, comme on connaît bien. Et de nos jours, il y a plusieurs logiciels correcteurs qui existent. Donc, que ce soit Antidote, WordQ, Lexibar, les gens doivent aussi connaître ces outils-là. Donc, on est quand même les personnes ressources pour les aider à s'améliorer avec l'utilisation de leurs outils et faire le pont avec les enseignants. Même si on est au cégep, il faut dire aux enseignants que l'étudiant a un plan d'intervention. Donc, la collaboration avec les intervenants de l'école est une bonne chose et aussi la collaboration avec les enseignants. Donc, comme orthopédagogue, il faut avoir ça en tête. Ce ne sont pas tous les conseillers en service adapté qui sont orthopédagogues, mais il y en a quand même plusieurs dans la province qui le sont.
Et ce que je veux dire dans un autre temps, il y a les suivis avec les étudiants. Donc, les étudiants, c'est selon les besoins que je vous ai nommés. Il y en a qui vont avoir besoin des rencontres, soit une fois par semaine, soit aux 2 semaines, ou peut-être juste 3 fois durant la session. Une session au cégep, c'est 15 semaines. Et dans mon rôle plus d'orthopédagogue en pratique privée, mais là, la clientèle est beaucoup plus diversifiée. Donc, je peux aider, exemple, un élève qui est en 5e, 6e année en vue de sa transition pour le secondaire. Je peux travailler auprès des adolescents. C'est quand même ma clientèle avec laquelle je travaille beaucoup. Et aussi les jeunes adultes, étant donné mon expertise plus justement reliée aux 18-24 ans. D'ailleurs, en 2017, j'ai eu l'honneur de pouvoir publier un livre qui me tenait à cœur. Ça s'appelle « C'est décidé que je retourne aux études » parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'outils pour les gens qui retournaient aux études. Et dans oui, donc pour les raccrocheurs, donner le goût de retourner aussi à l'école malgré justement des difficultés et d'avoir des stratégies gagnantes, bien c'est sûr qu'avec les éditions Septembre, vous pouvez avoir la version papier ou la version numérique du livre « C'est décidé, je retourne aux études » que j'ai écrit avec une collègue de longue date, Lynn Réaume. Et les stratégies, on a voulu les mettre en valeur. Donc, tout un chapitre, le chapitre 4, porte sur les stratégies parce qu'en tant qu'adulte, on a comme un baluchon qu'on amène avec nous, un sac à dos avec toutes nos stratégies qu'on a depuis le primaire. Hein. Les gens ont déjà été à l'école, même s'ils retournent à l'école, mais c'est bien de pouvoir les améliorer, les mettre au goût du jour. Et je vous dirais que qu'est-ce qui a été vraiment frappant, c'est de voir aussi à quel point ce type d'outil-là, avec la réflexion orthopédagogique, qui est toujours en lien avec des tâches pour permettre la réussite des étudiants qui apprennent, à quel point ça peut être important, comme apprenant ou apprenante, de se découvrir, tu sais, de savoir qui on est là, par rapport à c'est quoi mes forces, c'est quoi mes défis comme élève ou comme étudiant. Donc, le pire vous aider pour le reste de votre vie, ça, c'est certain. C'est super intéressant, là. Puis on voit qu'il y a plusieurs stratégies. Oui, effectivement, là, les outils technologiques, c'est super le fun. Le dictionnaire, juste besoin d'écrire le mot, puis obligé de chercher dans des centaines de pages, connaître son alphabet. Antidote aussi qui permet là, vraiment de corriger des coquilles là, qui peut être vraiment utile pour des personnes qui ont vraiment de la misère avec le français, si je peux dire. Et il y a aussi de la conjugaison. Puis il y a aussi ce que je dis, WordQ, qui est fait pour plus les gens qui souffrent de dyslexie, où est-ce qu'ils peuvent apprendre à lire, je pense, c'est ça que ça fait WordQ. Absolument. Je te dirais que ça permet la synthèse vocale. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, comme orthopédagogue, il faut savoir ce type d'outil-là parce que lorsque l'élève a de la difficulté à comprendre ses lectures, il peut mettre son curseur sur le paragraphe, par exemple, et entendre ce qui est écrit. Alors, tout l'accès auditif peut venir pallier à un manque relié, comme tu l'as si bien dit, à la dyslexie. Ça pourrait être aussi aidant pour quelqu'un qui a un trouble déficitaire de l'attention parce que ça peut le motiver, tout en ayant la version écrite papier, d'avoir ce qu'on appelle des livres audio, être capable aussi d'avoir accès à ce type de moyens-là, ça peut être vraiment très efficace. Moi, je le vois à quel point ça peut, oui, c'est ça, ça peut influencer la persévérance scolaire, ça, c'est clair. Tout à fait. Puis, les difficultés d'apprentissage, c'est où la limite? Où est-ce qu'on dit, là, ça, c'est une difficulté d'apprentissage? Ou c'est plus, je sais pas, la personne est passive, elle joue tout le temps des jeux vidéo, elle fait pas ses devoirs, elle procrastine. Ou, Très bon exemple, très courant, je te dirais. Il faut vraiment voir si la difficulté est récurrente. Ça veut dire, est-ce qu'elle revient de jour en jour? On pourrait prendre l'exemple des mathématiques. Si en mathématiques, tu as de la difficulté de façon récurrente, est-ce que c'est dû à un contexte? Est-ce que tu fais les exercices proposés par ton professeur? Donc, comme orthopédagogue, tout à l'heure, tu m'as demandé mes tâches. Ça, c'est une des choses qui peut être analysée. Donc, si vous aimez, vous avez une curiosité, si vous voulez comprendre comment la personne apprend, si vous voulez voir quels sont les facteurs qui viennent influencer sa réussite, vous avez déjà un bon étoffe d'orthopédagogue parce que il faut faire l'analyse de ce qui se passe. Si l'élève a de la misère, comme je le mentionnais en mathématiques, est-ce que c'est parce qu'il ne fait pas assez d'exercices? Est-ce que c'est que le soir, il est trop occupé par d'autres activités? Et là, est-ce qu'il va à ses cours?
Parce que si la personne est absente ou si elle est là physiquement, mais pas psychologiquement, ça fait que les notions que le professeur enseigne, bien, vous le savez comme moi, ça passe un peu à côté. Et là, si la personne, toutefois, semble avoir de la difficulté, pas seulement en mathématiques, mais dans d'autres matières, on peut demander une analyse. Donc, l'orthopédagogue peut dépister, peut essayer de faire un beau portrait de ce qui est justement les lacunes ou bien aussi les forces, parce qu'il faut toujours faire ressortir les bons points et référer à des professionnels qui ont vraiment la possibilité de faire des évaluations et des diagnostics, ce qui n'est pas le cas des orthopédagogues, selon une loi là, qui a été émise là, même en 2011. La nécessité des orthopédagogues dans ce cas-là, c'est de faire un portrait et de faire le lien avec les neuropsychologues, les orthophonistes, les psychologues. Donc, vraiment de voir qu'est-ce qui est possible et même de référer peut-être au médecin de l'élève pour essayer de voir qu'est-ce qui serait le mieux et de préciser justement si c'est un trouble d'apprentissage ou non, ou toute autre source d'explication. Et voilà, ça explique entre autres ce qu'on doit avoir comme aptitude. Hein? Je parlais un petit peu de la curiosité, mais il faut aimer travailler en équipe. Il faut aimer aussi être à l'écoute des gens, pas seulement des élèves. Ça peut être des professeurs, des parents, parce que on peut pas aider l'élève si on n'a pas tous les éléments là, qui tournent autour de l'élève. Alors, ça aussi, ça peut être intéressant. Si vous aimez les sciences humaines puis l'éducation, c'est sûr que vous allez être bien servi. Tout à fait. Là, pour émettre des recommandations dans le plan d'intervention, on travaille avec une équipe école, a priori, peut-être aussi une équipe de professionnels qui peut faire une évaluation sur leur champ de compétences. Comment je peux dire, les recommandations. Fait qu'il y a cette dynamique-là à se soucier aussi avec l'équipe d'école, comment ça va avec l'élève, comment ça avance les stratégies d'apprentissage. Donc, il faut toujours penser à ça. Hein? Absolument. Tu as très bien compris parce que ce que je trouve important, quand on parle des tout petits, des plus vieux, tu sais, exemple, les adolescents du secondaire ou les adultes, c'est toujours la même chose. Il faut savoir la réalité de l'élève, à l'école où il va, les services qu'il fréquente déjà, pour pas dédoubler non plus ce qui est fait. Surtout quand on est orthopédagogue en pratique privée. Je vous dirais que mes collègues, là, vous le direz aussi parce qu'on est quand même plusieurs orthopédagogues en pratique privée. Autant qu'on peut, comment je pourrais dire, aimer travailler dans les milieux scolaires, autant qu'être en pratique privée, ça nous permet de compléter ce qui est fait dans les écoles. Donc, si mon élève arrive et me dit, Madame Savoie, moi, je travaille mon français avec mon professeur à partir de tel cahier, bien, il faut que je sache quel outil est utilisé à l'école. Parce que c'est de cette manière-là que je vais pouvoir vraiment comme peaufiner, être capable de pouvoir faire un programme de rééducation sur mesure. Et si c'est une démarche pour améliorer certains points en particulier, bien de écrire à l'enseignant, d'avoir son point de vue, non seulement celui des parents, mais celui du professeur, bien, ça fait une différence. Puis quand ils sont plus vieux, vous savez quoi? Bien, j'essaie de demander à l'étudiant de faire justement ce portrait-là avec ses enseignants pour que ça puisse nourrir la démarche. Et souvent, ça va être ça, une des clés du succès, parce que la personne qui veut s'améliorer va se dire « Oh, c'est ça qu'on pense de moi. » Donc, comme tu as dit tout à l'heure, des fois, c'est une question de motivation aussi et d'implication. Si on passe plus de temps sur les jeux vidéo ou on passe plus de temps pour ce qui est d'aller jouer au basketball, c'est pas nécessairement mauvais. C'est juste de vraiment bien l'installer dans l'horaire pour que ça soit presque des récompenses au lieu d'être des grugeurs de temps. Moi, j'appelle ça des grugeurs de temps. C'est intéressant, oui, c'est ça, en fait. Puis de mettre l'accent sur les forces, d'encourager la personne, je pense que ça joue pour beaucoup. Oui, parce que ça fait une différence pour la persévérance. Et j'aimerais aussi parler de la résilience, parce que c'est un concept que j'ai travaillé même à la suite de mes études en orientation et en orthopédagogie. La résilience face à l'échec scolaire, ça veut dire rebondir après justement avoir vécu l'échec. Je vous dirais, peu importe l'âge que l'élève a, que ce soit encore une fois, au primaire jusqu'au poste secondaire, oui. Si l'élève ne se sent pas concerné par sa réussite, on aura bien beau tout lui donner les stratégies possibles,
malheureusement, ça ne fera pas l'effet escompté. Donc, c'est un travail aussi qui demande une certaine patience. Je vous dirais qu'orthopédagogue, souvent, on veut le bien-être, on veut la réussite de l'autre, mais on n'a pas de baguette magique. Alors, il faut avoir une patience. Donc, si vous avez une patience, en plus de ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, ça ferait vraiment toute la différence. Effectivement, la patience est une vertu là, de ne pas être trop impatient par rapport au progrès que notre jeune peut vivre. Mais qu'on sait qu'il s'en va dans la bonne direction, c'est déjà très bon. Oui. Sarah, on a une question ici de M. Trudel. Il dit, bonjour Sarah, est-ce que tu as des exemples d'interventions que tu fais avec les élèves? Oui, bonne question, parce que au niveau des interventions, ça peut être en individuel, comme j'ai dit tout à l'heure, ou en petit groupe. Et en individuel, je vais donner des exemples autant dans ma pratique privée que dans mon rôle de conseillère en service adapté. Rôle de service adapté, exemple, au cégep, on est à la mi-session. La personne est un peu plus stressée que d'habitude. Là, elle croit que c'est dû justement à l'examen qui s'en vient. Mais comme orthopédagogue, mon souci, c'est de voir est-ce que c'est vraiment le bon besoin ou la bonne situation, tu sais, pour détecter vraiment les outils qui seraient les mieux propices là, pour aider la personne qui est devant nous. Avec la discussion qu'on a avec l'étudiant, c'est toujours porteur de sens parce qu'il faut être à l'écoute. Donc, on pose des questions ouvertes. Qu'est-ce qui t'amène à croire que l'examen suscite ça chez toi? Là, la personne va détailler un peu plus, va nous amener. C'est comme si on ferait une petite enquête. Donc, c'est pour ça que la curiosité peut être intéressante à avoir. C'est comme si on voulait un petit peu plus détailler. Et là, en fin de compte, avec ce qu'on comprend, c'est le manque de temps qui fait que la personne est stressée et qu'elle a peur de ne pas avoir assez de temps pour étudier. Donc, ça fait une différence au niveau de l'appréhension, donc la peur de l'échec, la peur de l'examen. Ça, c'est peut-être pour les plus vieux. C'est un exemple qui rejoint plusieurs personnes, même trouble, pas trouble. OK, on se comprend sur cet aspect-là. Pour les plus jeunes, ça peut être, par exemple, l'adaptation au secondaire. J'avais juste un enseignant, un professeur ou deux au primaire. Et là, il faut que je m'adapte à la réalité du secondaire. Donc, dans l'approche que je vais avoir en pratique privée, ça va être de dire comment vis-tu ton quotidien, comment ça va. Et là, après ça, on peut essayer de voir des méthodes d'organisation pour chacun des cours. Et ensuite, on peut s'attarder au contenu, voir comment la personne va avoir la possibilité d'apprendre. Parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut analyser le profil d'apprenant. Dans toutes les sphères là, de mes tâches, on peut faire passer des questionnaires, voir comment l'autre apprend. Est-ce que c'est quelqu'un qui apprend plus en manipulant les choses, en écoutant, en observant? Donc, tu sais, vous savez un peu les profils visuels, kinesthésiques, auditifs. Bien, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux élèves. Après, ils disent « Ah, c'est pour ça que je réussis ou que je réussis pas littéralement à réussir. » Fait que si on leur donne des moyens pour se connaître comme élève, c'est toujours un plus. Et la transition primaire-secondaire se fait mieux dans ce cas-là. OK, intéressant. Donc, des questionnaires sur les méthodes de travail que la personne utilise, l'évaluation du profil d'apprenant aussi, donc de voir quelle sorte d'apprenant cette personne-là est. Puis le fait de pouvoir l'observer soi-même peut nous aider à mieux comprendre notre stratégie, notre méthode d'apprentissage. Oui, puis des fois, ils reprennent confiance en eux. La plupart du temps, c'est presque instantané parce qu'ils voient que leur stratégie n'est pas à mettre aux poubelles. C'est juste de les améliorer. Et puis, que ce soit pour les adolescents ou les adultes, ils sont assez matures pour voir aussi c'est quoi leur part de responsabilité. Et il y en a que ça va être par ignorance de telle façon de faire. Donc, exemple, découper une tâche en petits morceaux, si tu n'es pas motivé, c'est toujours mieux que de dire « Ah, j'ai tel devoir à faire ou tel travail scolaire. » Alors, si on découpe ça en plusieurs parties, bien, il y a des chances qu'on se mette à l'action aussi. C'est une des choses que je promouvois beaucoup dans le travail que j'ai comme orthopédagogue, c'est de déterminer un plan d'action. OK, on parlait du plan d'intervention, mais c'est sûr que ça fait partie de mon approche, mais de valoriser les forces, de valoriser les actions qui peuvent être mises de l'avant et malgré l'âge des élèves, d'informer les proches. Donc, la plupart du temps, tu le sais comme moi, c'est les parents, mais ça peut être aussi, quand ils sont plus vieux, ça peut être les amis, les conjoints, pour que la personne puisse être soutenue par son entourage.
C'est super intéressant. On voit que c'est concret, ton approche aussi, le cadre d'intervention. On voit que tu vas chercher les actions concrètes chez l'individu, les plans d'action. C'est-tu un cadre d'intervention behavioriste, si je peux dire, là? On se fie sur les... Oui, en quelque sorte. Puis même une approche qui est teintée de comment j'ai été formée, c'est sûr, en orientation, une approche orientée vers les solutions. Ça, je peux pas te mentir que ça fait partie aussi de mes influences, mais clairement systémique, là, tu sais, pour voir tout ce qui tourne autour de l'élève. Et j'aime bien aussi tout ce qui est la technique d'impact. Tu sais, donner un aperçu à l'élève de qu'est-ce qu'il peut avoir comme répercussion sur sa propre réussite. Ça donne beaucoup de pouvoir, hein. Tu sais, quand on parle, exemple, d'empowerment, mais ça lui revient. C'est lui ou elle la capitaine. Oui, c'est super intéressant. Puis, la formation pour devenir orthopédagogue, c'est un bac, c'est une maîtrise? C'est vraiment le baccalauréat en adaptation scolaire. Donc, tous ceux ou celles qui seraient intéressés par le métier d'orthopédagogue, je vous réfère là à bien sûr toute l'information à propos du baccalauréat en adaptation scolaire qui est présent dans plusieurs universités au Québec. Ça donne aussi la possibilité d'avoir un brevet d'enseignement. Ce qui peut être bien parce qu'il y a comme deux types d'orthopédagogues. Il y a les orthopédagogues qui se retrouvent en enseignement, en classe, peut-être en cheminement plus particulier ou avec des groupes d'élèves qui ont des situations d'handicap un petit peu plus spécifiques. Et d'autre part, orthopédagogues plus en clinique ou ce qu'on appelle plus professionnel non enseignant, qui souvent va être comment je pourrais dire ça, un plus là, d'accéder à la maîtrise. Là. C'est un peu le parcours que j'ai eu parce qu'à la maîtrise, on va voir toute l'analyse des dossiers, on va voir aussi le dépistage, que ce soit de l'écriture, de la lecture. Donc, ça aussi, ce serait une avenue possible. Donc, c'est un métier qui offre plusieurs débouchés d'emploi. Il y a différents lieux aussi de travail, bien sûr, dans les écoles, mais il y a aussi dans les commissions scolaires. Il y a aussi ce qu'on dirait les centres de formation professionnelle ou les cégeps, comme vous savez bien. L'université, il y a quand même quelques possibilités. La pratique privée, mais il y a même dans les centres hospitaliers. Parce que si quelqu'un a eu, exemple, des commotions cérébrales ou a eu un accident ou il est en réhabilitation, bien, ça se peut qu'il y a des difficultés ou il y a du rattrapage à faire scolaire et les enseignants d'adaptation scolaire sont très bien vus. Donc, par le fait même, ça peut être des postes d'orthopédagogue. Je vous dirais que l'important dans tout ça, ça peut être peut-être de se renseigner auprès de l'Association des orthopédagogues du Québec. On n'a pas d'ordre professionnel, mais l'association nous encadre beaucoup et on voit toutes les possibilités. C'est écrit sur leur site, justement, le bel éventail là, de possibilités, mais surtout la nature même du travail d'orthopédagogue. Sarah, la façon que tu en parles, moi, c'est de l'enthousiasme, c'est vraiment intéressant. Puis à quel moment tu as su réellement que tu voulais faire ça dans la vie? Ah, ça part de très loin. Je vous dirais que je vais être obligée de partager une tranche de vie. Moi, à l'âge de 14 ans, je voulais faire du bénévolat à la Maison des jeunes de Sainte-Julie et j'ai été présenter ma candidature pour faire l'aide aux devoirs. Et c'est de cette manière-là que j'ai pu présenter là, mes atouts. Hein. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'il faut pour être orthopédagogue. Et ça m'a suivi jusque dans la vingtaine. Et par la suite, j'ai pris la décision d'officialiser le métier d'orthopédagogue. Parce qu'avant, j'étais plus comme tutrice. J'étais dédiée vraiment, comme je vous ai mentionné, à l'aide aux devoirs. Donc, ça permet là, de découvrir une passion qui est là depuis très longtemps. Et par la suite, c'est là que j'ai commencé mes études là, pour avoir le titre d'orthopédagogue et avoir une clientèle là, en pratique privée. C'est vraiment intéressant. Hein? C'est comme, ça a commencé avec de l'aide aux devoirs. Peut-être que tu aimais ça, donner de l'aide aux devoirs à des amis avant ça. Fait que si c'est pour vous, les jeunes à la maison, si vous aimez ça, faire de l'aide aux devoirs, l'orthopédagogie, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant comme carrière. D'ailleurs, qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant qui a le même objectif de carrière que toi? Je peux dire que c'est important de voir grand. Parce qu'il faut voir grand par rapport à la réussite scolaire. Il faut aimer l'éducation
c'est pas toujours facile d'étudier. Donc, pour lui-même ou pour les autres, il faut qu'il puisse avoir des stratégies d'études. Il faut aussi une bonne hygiène de vie. Donc, le sommeil, l'alimentation, les encouragements que je mentionnais tout à l'heure, c'est important. Quand on est dans une période comme de fin d'année scolaire, on n'a pas le temps beaucoup de faire d'autres activités, même que ce soit la même chose pour les adultes à la fin d'une session à l'université ou au cégep. Donc, il faut essayer de se concentrer et d'être capable de dire, ben, je fais ces tâches-là et ensuite, je vais passer à d'autres. Donc, comme futur orthopédagogue, si vous vous sentez interpellé par ce métier-là, il faut comme montrer à l'autre ce qu'il doit lui-même accomplir. Donc, c'est une des premières choses que je dirais. Et de l'autre, ben, aimer aider les autres, ça, c'est clair que ça fait toute la différence au niveau de l'écoute et de la patience que je vous ai partagé là aujourd'hui comme nécessité à ce métier-là. Sarah, c'est vraiment le fun comme conversation. Je pense qu'on aurait pu prendre une autre entrevue avec toi. Un immense merci d'avoir accepté d'être avec nous pour l'édition 2021-2022. Merci pour ton temps. Ah, super. Puis pour les jeunes à la maison, merci pour votre écoute. J'espère que la rencontre virtuelle a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Je vous félicite d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et en mon nom et celui de toute l'équipe de Jeunes Explorateurs, merci beaucoup.